Avec Jim Jarassé, qui est rédacteur en chef du service politique du Figaro, avec une autre rédactrice en chef, cette fois, Bertille Bayard du Figaro Économie. Bonsoir Bertille. Avec Paul Lobaché, qui est journaliste au service politique et le grand spécialiste du Rassemblement National. Et puis avec une autre personne qui d'ailleurs connaît très bien le Rassemblement National et son prédécesseur, le Front National, pour avoir écrit dessus, Pascal Perrineau, qui est, comme vous le savez tous, politologue. Alors, la première question, qui est le patron? Jim? Il faut lire la Constitution. Alors, justement, on vous attend. L'article 20 de la Constitution, il dit quoi? Il dit que c'est le gouvernement qui conduit la politique du pays. Donc, selon la Constitution, le patron, c'est Michel Barnier. Après, ça, c'est la théorie, on va dire. Après, il y a la pratique. Et la pratique, elle est compliquée, déjà parce qu'on est dans une situation politique inédite. Je crois qu'on l'a beaucoup dit, mais c'est vrai, et il faut quand même le rappeler. Alors, on a beaucoup de néologismes en ce moment, la cohabitation, voilà. La coexistence. La coexistence exigeante, ça c'est l'Élysée qui dit ça. Donc il va falloir définir cette nouvelle relation entre le Premier ministre et le Président de la République dans les semaines à venir. Mais il y a aussi une deuxième chose à prendre en compte, c'est la personnalité même du président de la République, qui est, on le sait, alors on dit Jupiter, personnalité verticale, etc. Mais la réalité, c'est que on sait qu'Emmanuel Macron a du mal structurellement à partager le pouvoir. On va voir comment... Alors là, il y a des promesses qui ont été émises de la part de l'Élysée pour laisser une forme d'autonomie et de liberté à Michel Barnier. On va voir comment ça se traduit dans les actes. Mais si, encore une fois, je pense que c'est important de revenir à l'essence même de la Ve République et donc au texte. Et logiquement, le chef, aujourd'hui, c'est Michel Barnier. Alors justement, Bertille Bayard, le président de la République ou l'Élysée, je ne sais plus, a dit « Moi, je vais présider » et lui, il va gouverner. C'est comme ça que ça va se terminer? Il faudra avoir à l'usage entre les deux. Effectivement, il y a une question de personnalité qui est très importante et Jim a rappelé celle qui est d'Emmanuel Macron. Après, il va falloir voir ce que donne la personnalité de Michel Barnier aussi dans cet exercice-là. On le connaît à la fois très bien et peu. Très bien parce que dans la vie politique depuis très longtemps, peu parce qu'on l'a peu connu aux premières loges du pouvoir comme aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer à la fois, j'allais dire, l'amour-propre, peut-être même l'ego de Michel Barnier. C'est quelqu'un, on le rappelle, qui a postulé, qui a été candidat à la primaire de la présidentielle, enfin, pour la présidentielle des Républicains, des LR en 21. Je ne connais pas bien Michel Barnier, mais je sais que tous ceux qui pensent à un moment avoir un destin présidentiel ont cette capacité, cet ego qui permet d'envisager ce destin-là. Et donc aujourd'hui, il est Premier ministre d'une France dans une situation qui est extrêmement compliquée, dans la situation politique qu'on connaît. Et donc je pense qu'il fera le maximum pour prendre toute sa place et effectivement prendre cette autorité de chef du gouvernement qui lui est donnée à la fois par la Constitution et par les circonstances. Dans quelle mesure ça va tanguer ou pas avec Emmanuel Macron, c'est autre chose, mais je pense que le parfum de cohabitation va être là, oui. Alors, on parle du boss, là, qui est le boss, mais le pouvoir, il est peut-être à l'Assemblée nationale, lui? En tout cas, Michel Barnier, si c'est lui qui gouverne, ou s'il peut être le boss, il faut qu'il ait des troupes. Voilà. Pour gouverner longtemps et être le boss dans la durée. Et pour l'instant, Michel Barnier, s'il est affilié à une famille politique qui est LR, parce qu'il est toujours encarté, parce qu'il a été candidat à la primaire, c'est pas beaucoup de députés quand même. C'est moins de 50, hein? Moins de 50. Je ne sais plus les chiffres en tête, mais en tout cas, c'est pas les 289 nécessaires pour pouvoir gouverner. Donc en fait, je pense que qui est le chef, c'est une question de troupes, c'est une question de rapport de force. Et là, pour l'instant, Emmanuel Macron a plus de troupes que Michel Barnier, mais c'est pas forcément lui qui a le rapport de force. Donc, ça va être un équilibre que Michel Barnier va devoir trouver avec Emmanuel Macron et avec l'Assemblée. Et là, l'Assemblée, ça va être un peu un nid de guêpe quand même pour Michel Barnier, parce qu'il va être a priori sous surveillance du RN, et il a déjà des ennemis très déclarés qui sont l'ensemble de la gauche. Oui. Comme n'importe quelle personnalité de droite aurait l'ensemble des députés de gauche, qui sont 196, je crois. Hein. Alors, Pascal, effectivement, Jim a raison, il y a une constitution, il y a la lettre et l'esprit. Voilà. Alors la lettre, on la connaît, mais l'esprit, il y a le grand général de Gaulle qui nous avait dit, il n'y a pas de diarchie. C'est un discours, je crois, qu'il a tenu en 1963. Pas de diarchie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur un pied d'égalité. C'est le président qui gouverne, qui occupe toute la place, sauf que
bah là, ils ne sont pas non plus dans une cohabitation, parce que... Mais là, il y a quelque chose de positif. C'est nouveau, là, ce qui se passe. C'est que les deux partis, le président de la République et l'Élysée d'un côté, Michel Barnier de l'autre, se sont mis d'accord sur la formule « le président préside, le gouvernement gouverne ». Ah, ils sont d'accord avec ça? Ils sont d'accord avec ça. Alors ensuite, comment on l'interprète de part et d'autre. Du côté du gouvernement et de son chef, les choses sont assez claires. Il y a une autonomie qui est prise par rapport à l'Élysée. Un premier signe fort, c'est son directeur de cabinet. Oui. Jusqu'à maintenant, c'était l'Élysée qui choisissait le directeur de cabinet du Premier ministre. C'est terminé. C'est Michel Barnier, avec le sens de compromis qu'est le sien, mais c'est Michel Barnier qui a choisi son directeur de cabinet. Il a pris d'ailleurs le directeur de cabinet de Bruno Le Maire. De Bruno Le Maire, voilà. Donc, vous voyez, il ne cherche pas l'affrontement, mais voilà, il ne reçoit pas ses ordres de l'Élysée. Là, les choses sont claires. Et on verra dans les nominations de ministres ce qu'il en est. Jusqu'à maintenant, on a l'impression que c'est Michel Barnier qui est à l'œuvre et non pas le président de la République dans les choix ministériels. Sauf peut-être dans les choix, j'allais dire, les plus régaliens, ministère de la Défense et Affaires étrangères, où là, traditionnellement, même lorsqu'il y a une cohabitation naturelle profonde, par exemple Mitterrand avec Chirac... Ils avaient refusé Léotard. Il avait refusé Léotard. Exactement, ou Chirac avec Jospin. Là, dans son domaine réservé, comme on dit traditionnellement sous la Ve, le président, c'est légitime, peut avoir son mot à dire. Mais les choses sont assez claires et je crois que ça ira dans ce sens. D'autre part, si vous voulez, la constitution de la Ve, aussi bien dans l'esprit que dans la pratique, c'est une constitution souple. Elle est la plupart du temps présidentielle, quand le président a une majorité. Mais là, voilà, ça fait bien longtemps que le président n'a plus de majorité. Depuis 2022, il n'en a pas. Et quand il n'en a pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que le régime devient un régime parlementaire. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est quand vous regardez en 1958, puisqu'on parle de l'esprit et de la lettre, lorsque Michel Debré, qui était le grand architecte de tout cela, s'interrogeait sur la constitution de la Ve République, il disait « Nous sommes en train d'inventer un régime parlementaire ». Il n'a jamais parlé d'un régime présidentiel. Il disait « Nous inventons un vrai régime parlementaire et non pas un régime d'assemblée comme l'était la 4e République ». Donc là, oui, le pouvoir se déplace de l'Élysée à Matignon et à l'Assemblée nationale et plus largement d'ailleurs au Parlement. On va le voir très vite, cette affaire, dans le processus de mise en place du gouvernement et puis ensuite dans le processus législatif et de contrôle du gouvernement. Alors regardez ce qu'en disent quelques-uns, notamment un certain Éric Zemmour. Il convenait de nommer un Premier ministre qui puisse avoir une majorité, en tout cas, qui évite d'avoir une majorité de refus. C'est pas ce qui a été fait. En réalité, Emmanuel Macron s'est érigé en faiseur de majorité. C'est lui qui, pendant 2 mois, ça lui a pris du temps, a écarté celui-ci, celle-là, pour chercher une solution qui, en fait, à la fin des fins, a été celle que l'extrême droite lui a présentée. Michel Barnier, personne ne lui veut de mal. Personne ne l'aime non plus. Voyez-vous, c'est précisément pour cette raison qu'il a été choisi. Il est la nouvelle incarnation du non-choix macronien. C'est difficile de critiquer un macronien, c'est fuyant un macronien, c'est immatériel, inconsistant. On le croit de droite et hop, ça disparaît. Ça ne laisse pas de traces, on ne s'en souvient même plus, comme Jean Castex ou Elisabeth Borne. Alors, passe-muraille. C'est vrai que dans la situation actuelle, la difficulté, ça va être de ne pas tomber dans une nouvelle forme d'en même temps, qui en plus ne serait pas totalement assumée, contrairement au précédent, du fait de la constitution de la majorité extrêmement étriquée, la majorité XXS qu'aura peut-être Michel Barnier au Parlement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit bien dans les deux interventions qu'on vient d'avoir, c'est qu'on ne parle pas tellement de Michel Barnier, mais d'Emmanuel Macron. Oui. C'est-à-dire que là où on est censé effectivement rebasculer dans un régime plus parlementaire et moins présidentiel, on continue à avoir des oppositions qui ne parlent que du président de la République et qui dirigent entièrement leur opposition, voire leur détestation, sur la personne d'Emmanuel Macron. Donc là où, en principe, on a un Premier ministre qui est censé être le fusible et le paratonnerre pour le président de la République, je ne sais pas s'il n'y aura pas une forme de déplacement où Emmanuel Macron continuera d'être quelque part le paratonnerre d'un Michel Barnier qui peut-être pourra faire sa politique, selon les équilibres qu'il pourra trouver à l'Assemblée. Mais on peut avoir cette espèce de renversement
parce qu'il y a cette concentration sur la personne d'Emmanuel Macron après 7 ans de pouvoir qui reste extrêmement forte, qui commencera peut-être à s'amenuiser au fur et à mesure qu'on se rapprochera de l'échéance de 2027, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, il y a peut-être ce renversement un petit peu de situation qui peut se produire. Alors Jim, comment il peut faire pour se démarquer, pour prendre son indépendance et pour dire, bon bah c'est moi qui gouverne? Déjà, comme Paul l'a dit, il va falloir qu'il trouve des alliés. Ouais. Il va falloir qu'il se structure autour d'un cap politique clair, pour reprendre l'expression de Raphaël Glucksmann. Ça va être toute sa tâche, justement, ça va être à la fois de créer une identité politique, parce que justement, il va falloir sortir de ce marasme et de cette espèce d'en même temps de flou politique qui était celui des dernières années. Donc là, on l'a entendu lors de sa première intervention vendredi soir sur TF1, il y a quand même eu des gages apportés sur l'immigration, sur le budget, qui va être évidemment un des principaux défis de ce gouvernement dans les prochains jours. Donc, s'arrimer a priori plutôt vers la droite, tout en réussissant quand même à élargir au maximum cette coalition. C'est là le double défi qui va être très compliqué. Et puis il y a aussi quelque chose de plus personnel qui va être pour Michel Barnier, d'exercer ses talents de négociateur qu'on lui prête, avec notamment son expérience européenne et sur son travail sur le Brexit. Ça peut lui être utile quand même, et ça peut devenir une qualité finalement, là où il y a beaucoup de verticalité qui est de plus en plus critiquée dans l'opinion publique, on peut retrouver une forme peut-être de stabilité et de recherche commune d'un cap politique. Donc c'est là-dessus qu'il est attendu, et puis les Français maintenant veulent savoir qui il est aussi, ça c'est important. Est-ce que il pourrait, par exemple, pour essayer de s'acheter des alliés, si vous voulez, ou plutôt des silences, est-ce qu'il pourrait aller chercher sur des ministres, alors on parle de la gauche, il en a parlé, qui ne soient pas nécessairement encartés au Parti Socialiste, mais qui soient de sensibilité de gauche, mais on peut imaginer qu'il aille chercher ce qu'on appelait des gens de droite hors les murs, d'extrême droite hors les murs. Ah, peut-être. Alors là, c'est... Je pense à Robert Ménard, à son épouse, à d'autres. Robert Ménard qui avait déjà proposé presque ses services à la majorité sortante à un moment donné. Il a basculé il y a 1 ou 2 ans. Là. Voilà, c'est ça. Oui. Il a besoin effectivement, pour trouver son identité politique, il faut qu'il ait un gouvernement qui représente ce qu'il veut faire. Là, ça va être son grand défi dans les jours à venir, avant même toutes les histoires de l'Assemblée et du budget. C'est qu'il doit trouver des gens qui vont convenir au groupe de l'Assemblée, qui ne vont pas envoyer des mauvais messages à ses alliés ou aux gens par lesquels il est surveillé, ou encore plus alimenter ses ennemis. Est-ce qu'il prendra le risque? Parce que là, on lui trouve beaucoup de qualités à Michel Barnier, mais sa situation est quand même très 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 compliquée. C'est-à-dire qu'il est soutenu par LR, il est soutenu de manière neutre par Renaissance, et il est surveillé par le RN. Et tout le reste, ce sont ses ennemis. Donc si il s'antagonise Renaissance en allant chercher des personnalités qui sont un peu trop irritantes pour cette partie-là, il perd la majorité de son soutien. Donc là, il perd le pouvoir. Donc ça va être toute l'équation qu'il va devoir avoir, qui sera une équation permanente, ce qui pose la question de sa durée, pour moi. C'est un homme d'autorité? Oui, c'est un homme d'autorité. Quand il a eu de nombreuses fonctions ministérielles, quand il était commissaire européen, dans le processus du Brexit, il a de l'autorité, mais ça n'est pas un autoritaire. Dans la mesure où, en amont des décisions, il écoute beaucoup. Aussi bien lorsqu'il était très impliqué dans la vie locale, et en particulier en Savoie, il a toujours eu cette réputation. Il écoute, ensuite il décide, et il décide avec une certaine verticalité, mais c'est ce qu'on demande à un homme politique. Si vous voulez, tout Premier ministre, quel qu'ait été le choix dans la situation actuelle, connaîtrait la situation de fragilité que connaît Michel Barnier. Que ce Premier ministre ait été Madame Castet, Xavier Bertrand, Monsieur Baudet, voilà, ils auraient été encore plus fragiles. Pourquoi je dis ça? Parce que tout de même, cette nouvelle Assemblée, elle a eu un moment fort. C'était le choix de la présidence de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que l'on a vu
C'était le 18 juillet, si ma mémoire est bonne, je crois. Le 18 juillet, cette nouvelle assemblée, avec laquelle le gouvernement va être obligé de faire, choisit au 3e tour sa présidente, Madame Braun-Pivet, avec qui? Eh bien, avec une alliance qui est l'alliance que tente d'activer aujourd'hui Michel Barnier, c'est-à-dire LR, l'ensemble Renaissance avec ses alliés d'Horizon et du Modem, et l'IOT, vous savez, ce petit groupe qui réunit des divers gauches et des divers droites. C'était ça la base des 200, à peu près 30 députés qui ont investi Madame Yaël Braun-Pivet. Et je vous ferai remarquer, pour rappeler un peu au sens de la mesure l'ancien président de la République que l'on a entendu tout à l'heure, que la gauche a été battue. Le candidat de gauche a fait 200, c'est-à-dire un peu plus que les 196 députés de gauche. Il a été battu. Or, c'était un homme assez rond, de compromis, M. Chassaigne. Il a été battu. Donc, quelque part, le candidat de l'Alliance que l'on connaît aujourd'hui a fait plus de voix que le candidat de la gauche, ce qui devrait rendre plus prudent François Hollande dans, c'est un gouvernement de droite, on va le faire tomber. Alors moi j'ai connu Barnier débutant dans la région Rhône-Alpes, il y avait 4 figures, il y avait Barnier, Carignan, Noir et Boyon. Il n'y a plus que Barnier aujourd'hui, les autres ils ont quitté la politique. Les autres ont connu des destins divers. Alors, nous allons passer maintenant au sujet capital, parce qu'en fait c'est le premier sujet qui va être sur son bureau, n'en déplaise au Premier ministre sortant, M. Attal, c'est le budget. C'est l'établissement de ce budget dans un contexte on ne peut plus compliqué. Il n'a pas de majorité, la France est endettée jusqu'au cou, on a une procédure européenne sur nous, et il y a toujours une difficulté à trouver les moyens de faire des économies dans notre pays. On est plutôt enclin à la dépense, on va dire ça comme ça. Bertie, c'est là c'est le quart d'heure de vérité. D'abord, vous dites que c'est le premier sujet. C'est le seul. C'est le seul. Voilà, le journaliste économique qui est en moi dit c'est le seul sujet. Il n'y a pas d'autre sujet aujourd'hui. Plus sérieusement, la première difficulté, c'est le calendrier. Donc, un calendrier qui est extrêmement restreint. Le budget aurait dû être donné au Conseil des finances publiques le 13, on va décaler un petit peu. Il aurait dû être donné à Bruxelles le 20 septembre, il va être décalé un petit peu. À l'Assemblée nationale le 1er octobre, il va être décalé un petit peu. Il n'empêche que même si on arrive à gratter 15 jours sur la procédure, Michel Barnier a moins d'un mois pour boucler un budget, pour mettre sur la table un texte de budget. C'est extrêmement difficile. Suite du calendrier qu'on oublie parfois, on a les agences de notation qui se prononcent cet automne. Ça commence au mois d'octobre. Fitch, début octobre. Moody's, fin octobre. Des agences de notation qui ont déjà prévenu que la notation, soit elles l'ont déjà dégradée, soit elles pouvaient menacer de le faire en fonction de la stabilité institutionnelle et de la capacité à maîtriser les dépenses publiques. Ça voudrait dire qu'on emprunterait de l'argent plus cher, si c'est le cas. Possiblement. Voilà. On a une loi de règlement du budget 2023 qui n'est toujours pas votée, comme n'ont pas été votées celles de 21 et 22, et donc on commence à avoir un peu d'inquiétude constitutionnelle sur le fait que les lois de règlement, année après année, ne sont pas votées. C'est quoi une loi de règlement? C'est en gros le quitus pour l'année précédente. D'accord. Voilà. Donc ça, en principe, le Parlement doit voter, dire OK, vous avez fait ça, et il se trouve que le Parlement ne les a pas votés les 2 années précédentes, et que celle pour l'année 2023, vu l'état des comptes qui ont été laissés en 2023, ne sera probablement pas votée non plus. Maintenant, on revient au budget 2025. Oui. Pour lequel, si on ne fait rien, comme a dit le Trésor mi-juillet, le déficit pourrait ressortir à 6,2% du PIB, contre 5,6% en 2023. Et donc on est dans une dérive absolue et dans un décrochage absolu par rapport au reste de l'Europe. Et évidemment par rapport à l'objectif de 3% qu'on avait annoncé pour 2027. On va essayer de négocier avec la Commission européenne pour 2029. Et même pour réussir à revenir à 3% en 2029, on a beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes sur la capacité qu'aura notre pays, en particulier dans la situation politique actuelle, à arriver à cet objectif. Alors, je prends vos propos, je mets un grand signe égal, augmentation de la pression fiscale. C'est ce que a laissé entendre Michel Barnier vendredi soir. Il dit plus de justice. Obligatoire. Plus de justice fiscale. Donc concrètement. Ah oui, non, mais il y a 2 choses. Il y a augmentation de la pression fiscale, c'est-à-dire y compris des prélèvements obligatoires. Ouais. Et puis
faire mine de faire payer les riches, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, il va bien falloir trouver de l'argent quelque part. Donc, en effet, une des ressources possibles, ça va être évidemment l'impôt. Il y a une grosse pression de la part, évidemment, du NFP, mais aussi au sein de la majorité. Quand vous regardez, par exemple, le groupe Modem, ça fait de nombreuses années maintenant qu'ils réclament des ajustements qui permettraient, par exemple, sur les super profits, on en a beaucoup parlé, les super profits des entreprises, ou sur les plus-values dans des actions. Les plus-values des actifs mobiliers. Pour taxer. Donc il y aura peut-être des petits ajustements qui seront faits à ce niveau-là, mais il faut quand même bien se rendre compte de la réalité. Bertil disait, on est 25e sur 27 aujourd'hui au niveau de la dette dans l'Union européenne. Je crois qu'il y a les Italiens et les Grecs peut-être qui font pire que nous. Il faut quand même se rendre compte de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc il va falloir prendre évidemment des décisions majeures. La question, c'est comment on les fait passer ensuite politiquement, avec une assemblée complètement éclatée, avec le NFP et le RN qui menacent évidemment de censure. Donc si on passe par 49.3, évidemment, ça accélère le processus, mais ça ne garantit en aucun cas le gouvernement de pouvoir échapper à une motion de censure dans la foulée. Le RN a déjà prévenu qu'en cas de 49.3, il pourrait voter une motion de censure. En fait, la seule opportunité, peut-être, ce serait qu'il y ait une motion de censure qui soit déposée soit par le RN, soit par le NFP, et que l'autre camp ne vote pas. C'est peut-être le trou de souris dans lequel peut se glisser aujourd'hui Michel Barnier, mais ça va être très très compliqué, à la fois économiquement évidemment, mais aussi politiquement à l'Assemblée. Alors, il y en a qui vont jouer de la surenchère, évidemment, donc ça sera le 49.3 assuré. Il y a de grandes chances parce que, si vous voulez, les rapports de force étant ce qu'ils sont à l'Assemblée, vous avez aussi bien à la droite de la droite qu'à la gauche de la gauche des forces politiques extrêmement dépensières. Il y a un déficit record et on charge encore la barque. Donc on ne peut pas attendre beaucoup de rigueur, c'est le moins qu'on puisse dire, de ces forces politiques. Et comme ça vient d'être dit, si ces forces politiques s'associent, c'est cuit. Le gouvernement tombe. Ils peuvent s'associer ? Alors, si l'on parle de faits, si l'on regarde depuis 2022, il y a eu, si ma mémoire est bonne, 17 motions de censure. Lorsque les motions de censure ont été déposées par le Rassemblement national, jamais la gauche, qui était à l'époque la NUPES, ne les a votées. Jamais. En revanche, le RN a voté à plusieurs reprises, 5 fois je crois, le RN a voté à plusieurs reprises des motions déposées par la gauche. Donc il faut savoir que la gauche, qui donne énormément de leçons sur le lien réel ou supposé avec le Rassemblement national, si elle veut que sa censure débouche, elle aura besoin du Rassemblement national. Donc on est dans une conjoncture tout à fait particulière. Et la seule motion de censure qui avait flirté, il manquait une dizaine de sièges, avec les 289, la barre de la majorité absolue, c'était une motion de censure déposée par l'IOT, c'est-à-dire un petit groupe charnière à l'Assemblée nationale. C'était la seule qui avait réussi à trouver un débouché. Mais là, par rapport à la législature précédente, ça s'est dégradé. Parce que les extrêmes sont en puissance aujourd'hui, et particulièrement, bien sûr, le Rassemblement national. Et si le Rassemblement national se met à voter une motion de censure de la gauche, eh bien voilà, la motion de censure passera. Paul, le Rassemblement national, j'avais cru comprendre qu'il n'était pas pour une augmentation des prélèvements obligatoires. Non, pas du tout. Par contre, la grande question qui va se poser pour eux, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire au budget ? Est-ce qu'ils veulent négocier avec le gouvernement Barnier, comme le laisse entendre Marine Le Pen ? Jusqu'à quel degré ils vont négocier ? Parce qu'ils ont très bien compris, vu l'attitude de la gauche qui est de dire on fera une motion de censure très vite contre Barnier et aussi sur le budget. S'il y a un 49.3, il y aura évidemment un 49.3 parce qu'il n'y a pas assez de voix pour passer en lecture seule, simple. Donc la position du Rassemblement national va être en réalité assez déterminante et stratégique pour eux. Est-ce qu'ils doivent s'associer à Barnier ? Jusqu'à quel point ? Qu'est-ce qu'ils veulent gagner politiquement, comme ils avaient fait avec la loi immigration, en fait, c'est ça, en fait. Est-ce qu'ils doivent refaire une redite de la loi immigration en disant on a gagné parce qu'on a fait baisser la TVA à 5,5, sachant qu'en réalité, le RN n'a pas beaucoup de mesures anti-dépenses. C'est que des mesures dépensières, de pouvoir d'achat, pour redonner du pouvoir d'achat à des classes populaires. Donc là, ça va être
quelque chose d'assez inédit et intéressant, c'est quels vont être l'état des discussions entre le gouvernement Barnier et Marine Le Pen? Je pense qu'il y a quelque chose à prendre en considération, c'est le coût politique du camp qui bloquera le budget. Parce qu'on est dans une situation tellement critique que quel que soit le camp, je veux dire même pour le RN, le coût politique d'un parti qui fera tomber ce budget précis et qui, si on n'a pas de budget avant le 31 décembre, alors Berthier nous expliquera peut-être, ça veut dire que la France peut se retrouver sous tutelle, on rentre dans un nouveau monde, il y a quelque chose de complètement nouveau pour la France et qui n'est pas du rang de ce qu'est la France dans l'Union européenne. Et donc je pense que c'est quelque chose à prendre en considération, parce que c'est très différent de menacer de censure et de voter effectivement la censure dans une période politique très particulière qui va être celle qui nous attend ces prochains mois. Alors il y a un professeur de droit public dans Le Monde ce week-end qui disait on peut passer par l'article 47. Alors, tout le monde a été fouillé dans la Constitution et dans les précédents, qui sont extrêmement rares, les possibilités qu'avait le gouvernement de faire passer un budget, soit par ordonnance, ensuite par 12e provisoire, etc. Ouais, alors 47, c'est ordonnance. J'allais dire, ça n'a quasiment aucune importance. À partir du moment où on fait tomber le gouvernement sur le budget, où on n'arrive pas à passer un budget, quelle que soit la forme que ça prend, là, la sanction sur les marchés, elle sera là. Cette fois-ci, je sais que ça fait des années et des années que tout le monde crie au loup sur le problème de la dette, du déficit, etc., en disant cette fois-ci, les marchés vont nous le faire payer. Si on a une instabilité institutionnelle qui se traduit par une incapacité à lever des recettes pour payer les dépenses, là, on rentre vraiment dans la situation qui fait le plus peur au marché. Il y a il y a deux marqueurs pour les marchés ici aujourd'hui, pour les investisseurs. Le premier, c'est la réforme des retraites. Le deuxième, c'est la stabilité institutionnelle. Et donc, voilà. On est bien parti. On a tout ça en magasin. Comment on fait, comment on peut aller faire. Voilà. Et les investisseurs connaissent très bien la Constitution. Ils sont aussi doués pour regarder comment ça se passe. Donc, ils regardent les possibilités. Mais clairement, on se retrouve immédiatement avec un problème sur les marchés financiers qui se traduit. Ça veut dire quoi, une crise sur les marchés financiers? Ça veut dire un taux d'intérêt qui augmente très fort. Pour le moment, on a eu 30 points de base, on va dire, de décalage à cause depuis la dissolution d'augmentation des taux de la dette française. 100 points de base, donc 3 fois ce qu'on a eu jusque-là, ce qui était un petit frémissement. Ça coûte 17 milliards d'euros. Et ça veut dire que tous les crédits immobiliers sont plus chers, que pour les entreprises, tout coûte plus cher, etc. Ça, c'est la première phase, c'est pas la plus grave. La deuxième phase, c'est au moment où les investisseurs disent stop, je n'achète plus. Et où là, on a encore 100 ou 150 milliards de dettes françaises à placer d'ici la fin 2024. Il faut trouver des gens qui l'achètent, qui la mangent. Alors Berthier, moi je voudrais vous faire réagir. Ce week-end, il y a eu une interview extraordinaire dans le Figaro de Jacques Delarosière, qui est un ancien directeur général du Fonds monétaire international, entre autres, et qui dit moi je vais vous les trouver, avec moi vous faites 200 milliards d'économies. Et notamment, il tape alors là dans la fonction publique. C'est recevable? Non, politiquement c'est compliqué. Oui. On est tous un petit peu face à la contradiction que tout le monde connaît parfaitement les recettes depuis des années et des années et que curieusement personne ne les met en œuvre. Mais ça va se finir par des augmentations d'impôts. Ah oui. D'ailleurs, vous me contredirez si j'ai tort, mais il me semble qu'à la sortie du rendez-vous entre LR, les responsables LR, donc Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et j'oublie. Laurent Wauquiez. Oui, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau. Olivier Marleix. Olivier Marleix. LR à l'Assemblée. Quand les responsables de LR sont allés voir Michel Barnier, il me semble qu'à la sortie, ils ont reparlé de leur pacte législatif et compagnie. Ils n'ont pas reparlé de la ligne rouge qu'ils avaient fixée au mois de juillet, qui n'était pas d'augmentation d'impôts. Ils l'ont oublié. Voilà. Mais Michel Barnier a dit la justice fiscale. On sait qu'en général, quand un homme politique parle de justice fiscale, ça veut bien dire ce que ça veut dire. À nouveau, on a une trentaine de milliards à trouver dans les prochains mois d'économies ou de hausse d'impôts. Quel sera le curseur, où il mettra le curseur entre des économies et des dépenses et des mesures fiscales d'augmentation d'impôts? C'est lui qui va devoir ajuster ça. Mais voilà, c'est à peu près inévitable aujourd'hui. Alors de ce dossier, messieurs, dames, va dépendre évidemment l'avenir de la France, et notamment le comportement et du Rassemblement national et de la France insoumise. Est-ce que ce parti et cette coalition de gauche ont intérêt à ce qu'il y ait une nouvelle dissolution pour accélérer les choses? On sait que Mélenchon bout
de pouvoir se présenter à une présidentielle. Marine Le Pen, elle a cette ambition aussi, mais est-ce qu'elle a intérêt à ce que ça soit aussi rapide? Jim? Oui, mais pas tout de suite. Ouais. Pour les deux. Pour qui? Pour les deux. Pour les deux. Pour Marine Le Pen, d'abord, parce que Paul pourra peut-être nous préciser ça, mais elle est menacée par un procès qui l'attend à la fin du mois, je crois, jusqu'à fin novembre. Donc ça va être une étape politiquement très compliquée pour Marine Le Pen, et c'est pas le moment du tout pour elle d'avoir des élections pendant cette période-là. Et pour le NFP, je crois aussi qu'il y a une période finalement de convalescence qui va devoir être observée après cette étape-là, qui finalement, c'était une semi-victoire, ces législatives. Il y a eu quelque chose qui s'est créé, mais ça aboutit quand même par une absence de possibilité d'avoir une majorité. Donc, et puis, il y a beaucoup de tensions aussi internes, toujours, au sein du NFP, avec notamment un parti socialiste qui est secoué par de fortes divergences sur la stratégie vis-à-vis de la France insoumise. Et puis, alors, je pense qu'il faut aussi distinguer la dissolution et la présidentielle anticipée. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'une dissolution, elle n'a d'intérêt pour le RN et pour le NFP que s'il y a la proportionnelle qui est votée avant. Donc ça demande aussi un peu de temps. Parce que, une loi simple suffit pour changer les Une loi simple suffit, mais il faut quand même qu'il y ait une forme de consensus politique qui se dégage, mais qui n'est pas encore fait. On va l'écouter d'ailleurs. Pour sortir effectivement du chaos, ça ne sert à rien de redissoudre pour retrouver la même situation. Il faut trouver de la stabilité dans nos institutions, parce que la stabilité dans nos institutions, c'est la stabilité dans le pays aussi. Et donc, par conséquent, il faut d'abord ouvrir le dossier de la proportionnelle. Donc, s'il n'y a pas de proportionnelle, vous n'appellerez pas une nouvelle dissolution, même dans un an? On verra où on en est dans un an. Mais il y a très peu de chances que la situation actuelle permette de faire progresser le pays. Paul? Alors, c'est marrant quand même cette sortie de Sébastien Chenu et même du RN sur la proportionnelle, parce que c'est une revendication longue et lointaine de RN. longue date. De longue date, parce qu'ils ont estimé de longue date que le Front National, ils ont estimé de longue date que le scrutin uninominal à 2 tours était un handicap trop fort, un obstacle trop fort pour arriver au pouvoir. Ça avait un petit peu changé au moment de la dissolution, où ils ont cru qu'ils allaient pouvoir, en fait, gagner, et donc que ce fameux scrutin uninominal à 2 tours allait amplifier leur victoire. Donc en fait, vous voyez, ça dépend des circonstances quand même. Si on est bien placé, ça devient finalement un système électoral qui est pas mal. Moi, je trouve que c'est étrange de dire ça pour eux, parce que c'est admettre qu'ils ne peuvent pas y arriver sans, quand même. Ouais. Toujours et encore. Ils ne sont pas passés loin, quand même, la dernière fois. Alors, il y a eu le Front républicain, alimenté par les propres failles du parti, les fameux candidats, les fameux brebis galeuses de Jordan Bardella. Voilà. Le RN, avant de se relancer dans une campagne législative, il a besoin de faire un gros travail interne, parce que ils ont perdu, mais c'est de leur faute qu'ils ont perdu. Ils auraient pu surmonter le Front républicain s'ils avaient eu des candidats parfaits, qui connaissaient le programme, de qualité. C'est ce qu'ils avaient envie et c'est ce qu'ils avaient promis d'ailleurs depuis 1 an et demi avec ce fameux plan Matignon. Donc ils ont besoin de temps pour se réorganiser. Ils ont besoin de temps pour que Jordan Bardella digère la défaite, parce qu'il a quand même assez mal digéré. Et il doit encore terminer son livre, on ne sait pas quand est-ce qu'il doit sortir, mais bon, donc il y a plusieurs étapes. Donc finalement, la Constitution qui dit qu'il y a 1 an qui sépare les deux dissolutions, c'est une bonne chose. Est-ce qu'ils réclament une présidentielle assez vite? Ça, je pense qu'ils ont aussi besoin de temps. Ils sont calés sur un agenda pour l'instant et une temporalité qui est celle de 2027. Marine Le Pen a organisé toute sa conquête du pouvoir pour 2027. Donc ça veut dire qu'elle a besoin de temps, pour recruter des gens performants qui seraient candidats, mais aussi un entourage technique et politique de meilleure qualité que la dernière fois, qu'elle a besoin de temps aussi pour renouveler une partie de son programme, parce qu'elle sait qu'il manque quelque chose pour qu'elle arrive à emmener une majorité de Français à voter pour elle au second tour. Il faut qu'elle termine aussi la normalisation. C'est pas parce que 2 ans à l'Assemblée, ça fait progresser les scores du parti, mais pas assez pour obtenir une majorité, même relative à l'Assemblée. Donc ils ont besoin de temps avant d'avoir soit une présidentielle anticipée, ou une présidentielle, soit une dissolution. Pascal Perrineau, si on écoute bien Paul Le Bachet, ni les uns ni les autres n'ont intérêt à bousculer le calendrier. Ils ont intérêt à attendre 2027, une élection présidentielle, parce qu'en plus, s'ils arrivaient au pouvoir à la faveur d'une nouvelle dissolution, ils compromettraient certainement beaucoup leurs chances pour la présidentielle. Bien sûr, aucune force... du moins les forces extrêmes ne sont pas prêtes. Ouais. Du côté de LFI, c'est clair,
l'image de Jean-Luc Mélenchon s'est incroyablement détériorée. Ouais. Jean-Luc Mélenchon n'est plus du tout au cœur du dispositif de la gauche comme il l'a été à une certaine époque. Au sein même de l'électorat socialiste, de l'électorat écologiste, de l'électorat communiste, il y a des électeurs qui se méfient maintenant de Jean-Luc Mélenchon et de sa stratégie un peu de la terre brûlée et de la tension permanente. Du côté du Rassemblement national, l'essentiel a été dit. Et sur cette affaire de proportionnelle, il devrait être un peu plus attentif. Parce que la proportionnelle, si vous voulez, ça entraîne une diffraction encore plus importante des forces politiques aujourd'hui. Encore plus importante. Et au fond, on s'en tire comment ? Regardons autour de nous. L'essentiel des pays européens a un mode de scrutin proportionnel ou en partie proportionnel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après les élections ? C'est un miroir complètement éclaté et on négocie. Faire des coalitions. Voilà, on négocie des coalitions. Est-ce que le Rassemblement national est porteur d'une culture de coalition et de compromis ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand ils font des coalitions, c'est des coalitions avec eux-mêmes ou avec des clones, quoi. Mais ils ont beaucoup de mal à cet art du compromis. Donc il faudrait, s'ils appellent de leur vœu vraiment la représentation proportionnelle, qu'ils fassent des efforts rapides et extrêmement importants en matière de culture du compromis, parce que c'est une force, le Front National. C'est évident, c'est le premier parti français. C'est normal d'ailleurs qu'on les écoute, qu'on parle avec eux, etc. Mais c'est une force solitaire. Il a à côté quoi ? Une vingtaine de désesperados ciotistes. Vous voyez, c'est pas avec ça qu'on peut parler véritablement de coalition. Oui, c'est pas une coalition, ça. C'est pas avec ça que vous gouvernez la France. Hein. Bien sûr. Donc, vous voyez, la tâche est très difficile et au fond, ils vont donner peut-être un peu de temps au temps, mais on n'est pas à l'abri, dans la situation extrêmement instable, d'un mouvement d'humeur, d'une politisation négative, d'un mouvement négatif où toutes les négativités se retrouvent dans une motion de censure. Eh ouais. Alors, pour l'orthodoxie budgétaire, bonjour les dégâts. Oui, ça ferait que rajouter de la difficulté à la difficulté. L'hypothèse de l'alliance NFP, Rassemblement national, pour faire tomber un gouvernement, elle se retrouve aussi sur un autre dossier qui est la réforme des retraites. Oui. Où là, on est sur le sujet de l'abrogation de la réforme des retraites, qui est le sujet, j'allais dire, de coalition assumée par le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. Donc ça décale un petit peu le sujet par rapport au vote des lois que fera le gouvernement, puisque le gouvernement, lui, ne mettra pas sur la table, évidemment, d'abrogation de la réforme des retraites. Mais voilà, il va y avoir une agitation supplémentaire qui va se produire autour de ce texte-là, et qui, pour le coup, donne, on évoquait au début de l'émission, un petit peu la comparaison entre les forces et faiblesses d'un homme de centre-gauche type Cazeneuve versus un homme de centre-droit type Michel Barnier. Michel Barnier a un atout dans sa manche, c'est la majorité sénatoriale, qui, pour le coup, pourra jouer un rôle en cas de dépôt d'une proposition de loi, comme envisage de le faire le Rassemblement national à la fin du mois d'octobre, pour l'abrogation de la réforme des retraites, puisqu'on peut se retrouver avec un texte qui va faire la navette entre l'Assemblée et le Sénat, sans que ni le gouvernement, ni évidemment les présidents des assemblées ne convoquent de commission mixte paritaire. Et donc on peut provoquer une sorte d'enlisement du texte d'abrogation de la loi de réforme des retraites, qu'auront voulu les deux extrêmes, mais dont ne veut pas le bloc central, ou je ne sais pas comment il faudra l'appeler, dans ces circonstances. N'oubliez jamais, le mercredi dans le Figaro, la chronique de Bertille Bayard. Vous y apprendrez beaucoup de choses. Alors, eh bien, c'est l'heure de passer à nos coups de cœur, nos coups de griffe. Pascal, est-ce que... Alors, le coup de griffe, c'est vis-à-vis d'un jeune député RN de la Somme, monsieur Jean-Philippe Tanguy, qui est censé incarner le sérieux, l'avenir du Rassemblement national, et qui est allé de propos injurieux en propos injurieux, à propos du gouvernement qui se met en place, en traitant Michel Barnier de fossile, dans un premier temps, et après, dans un deuxième temps, d'un des hommes les plus crétins ou stupides de la Ve République. C'est allé tellement loin que la patronne du Rassemblement national l'a rappelé un peu à l'ordre, et qu'il a eu la décence de s'excuser. Vous savez, on dit souvent que la vieillesse est un naufrage. Avec M. Tanguy, on découvre que la jeunesse peut être aussi
un véritable naufrage. Ça, c'est, si vous voulez, mon coup de griffe. Mon coup de cœur, c'est tout de même l'attitude très élégante, mais ferme, ou ferme mais élégante, du Premier ministre sur le perron de Matignon. Ah oui. Parce qu'il avait affaire à un jeune Premier ministre, c'était le plus jeune qui passait le relais au plus vieux. Ouais. Et là, le plus jeune, au fond, ne s'est pas mis au parfum de ce qu'est l'exercice. Celui qui quitte s'efface, donc il doit être bref, et il doit passer le relais à celui qui lui succède. Et là, Gabriel Attal n'a pas compris tout à fait la nature de l'exercice. C'est peut-être parce qu'il n'était Premier ministre, comme lui a fait remarquer Michel Barnier, que depuis 8 mois. Et il a fait un discours interminable pour ce type de discours, 20 minutes, et un discours dans lequel, voilà, il y avait force leçon. Et la manière élégante, ferme, avec laquelle Michel Barnier l'a remis à sa place, en lui disant « je peux dire quelques mots ?» Il y avait un côté humour britannique qui était assez, je trouve, il a parlé de sa maman aussi. Il a parlé de sa mère, puis il a dit « est-ce que je peux apporter un peu ma valeur ajoutée, puisque vous m'avez présenté sur votre bureau tout le travail législatif qui restait à faire. » J'ai trouvé ça à la fois élégant, mais ça ne pardonnait pas vis-à-vis de l'impétuosité du Premier ministre sortant. J'ai trouvé ça plein de sel. Paul. On va commencer par un coup de griffe qui est destiné à Édouard Philippe. Ah. C'est la deuxième fois que je fais un coup de griffe sur Édouard Philippe dans cette émission-là en un an. Ça ne nous a pas échappé. Je pense que c'est à propos d'une perception du timing, du sens de quand est-ce qu'il faut intervenir et quoi dire quand on veut parler. Je parle notamment de son interview au magazine Le Point, où il déclare qu'il est candidat à l'élection présidentielle sans donner de date. C'était mardi dernier. C'était mardi dernier, au moment où toute la France s'interrogeait pour savoir qui serait choisi comme Premier ministre, qui serait nommé par Emmanuel Macron. Voilà, donc c'est tombé un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Oui. On croit comprendre qu'il anticipe des futurs déboires politiques pour son ancien chef, Emmanuel Macron. Donc c'est pas non plus très très élégant. Ouais. Et c'est complètement à contre-courant de toutes les grandes interrogations qu'on peut avoir sur la dette, sur le budget, sur la stabilité politique. Et voilà, donc je trouve que c'était un timing raté, en fait, pour quelqu'un qui s'apprête à se lancer dans une course de fond lointaine ou peut-être pas si lointaine. Surtout que 48 heures après, il disait qu'il soutenait en plus Michel Barnier. Voilà. Donc, voilà. Édouard Philippe, pour moi, est un grand mystère, en réalité. Un grand mystère. Voilà. Mon coup de cœur, que je vais sûrement un peu partager avec Jim, c'est, mais de manière très globale, parce qu'on vient de rentrer, c'est la rentrée, c'est les Jeux Olympiques et l'esprit sportif français. Vous avez suivi avec J'ai suivi les Jeux Olympiques. Je ne suis pas très sportif, mais j'ai suivi les JO. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'esprit sportif français, c'est-à-dire la gagne qu'on a eue. La gagne. On a battu notre record de médailles. Ouais. Il y a eu beaucoup d'athlètes qui ont été ultra médaillés. Léon Marchand, on les connaît tous maintenant. Et je trouvais que c'était un beau miroir inversé par rapport à la situation politique actuelle, parce que je suis quand même journaliste politique. On avait la gagne, on a gagné, on a été remporté les médailles. Et ce qui m'a plu, c'est qu'on s'est détaché un peu du milieu parisien. Je voyais tous les territoires qui se félicitaient de leurs champions, parce que chaque champion va de quelque part, d'une ville, d'un département. Il a fait ses études quelque part, il a été formé à Toulouse, dans d'autres pays. Et je trouvais que c'était vraiment très bien, ça m'a rendu assez fier. Donc pour moi, c'est mon coup de cœur. Très bien. J'enchaîne du coup, parce que alors, Jim, j'ai un peu le même. Mais moi, je vais parler spécifiquement des Jeux paralympiques. Parce que, honnêtement, c'est la première fois que je l'ai regardé, pour être tout à fait honnête avec vous. J'avais jamais regardé des Jeux paralympiques avant. Et j'ai été, mais sincèrement, touché par des images de sportifs dans des situations absolument, qui pour nous, valides, nous paraissent totalement impossible. Vous pensez à la boccia ? La boccia, alors le tir à l'arc avec, où on tire la flèche avec la bouche, et cette jeune femme qui le met dans le 1000 à 100 mètres de distance, la nage avec ce nageur brésilien qui n'avait plus de membre inférieur et qui arrivait en tête juste avec un mouvement d'ondulation sans prendre de respiration sur 100 mètres. Et donc, bon, passer ce moment en effet juste de pure beauté sportive, j'y vois, comme Paul aussi, un esprit de dépassement
d'optimisme. Il est là, le dépassement. Voilà, en fait. le vrai dépassement, il est là. Je veux dire, si eux sont capables de faire ça, je pense que nous, on doit se remettre en question sur pas mal de négativité quotidienne qu'on peut développer. Et je mets les médias dans ce cercle-là. Et je pense que c'est une formidable leçon d'optimisme. Voilà. Donc c'était vraiment quelque chose que j'ai découvert avec beaucoup d'admiration. Le coup de griffe, il est contre Emmanuel Macron. Je ne vais pas reparler de la dissolution qui évidemment restera comme une des plus grosses erreurs stratégiques de la Ve République. Je vais parler vraiment de la méthode de désignation du Premier ministre qui elle aussi m'a paru totalement incongrue et assez peu productive politiquement, avec cette technique de jeter des noms en pâture publiquement aux journalistes d'ailleurs, puisque nous, on a vécu ça en direct, notamment la semaine dernière, où chaque jour, on avait un nouveau nom qui sortait du chapeau. On écrivait des portraits qu'on jetait à la poubelle le soir même. J'ai trouvé ça assez peu respectueux pour les intéressés. Je pense par exemple à Bernard Cazeneuve, qui était reçu à l'Élysée au moment même où l'Élysée faisait fuiter le nom de Thierry Baudet, que personne ne connaissait, donc le patron du CESE, qui était présenté comme la nouvelle trouvaille, la 7e merveille du monde. Et puis en fait, le soir même, le fameux Thierry Baudet, c'était terminé pour lui. Xavier Bertrand. Et donc, honnêtement, cette façon de mettre d'être assez irrespectueux vis-à-vis des personnalités politiques, quand même, somme toute importante, et puis de se retrouver finalement dans le jeu de l'entonnoir, c'est-à-dire que à la fin, vous vous retrouvez avec le plus petit dénominateur commun, c'est pas la bonne façon de créer des coalitions et d'élargir un spectre politique comme il doit le faire aujourd'hui. Donc voilà, je trouve qu'il a persévérer dans l'erreur stratégique qui a commencé le jour même de la dissolution. Il y a une personne qui s'y est mise toute seule, qui n'a jamais été reçue. Ça s'appelle Ségolène Royal. C'est vrai. J'aurais bien aimé. Oui, ça crée des ardeurs. Bertille. Qui aurait pu être un coup de cœur ou un coup de griffe, je ne sais pas. Voilà. Mais effectivement, elle l'aurait mérité pour ce numéro-là. Écoutez, comme je suis du Figaro Économie, j'y vais à l'économie. Je n'ai qu'un seul coup. Ce n'est ni un coup de cœur, ni un coup de griffe, c'est un coup de blues. Un coup de blues. Alors, mon coup de blues, c'était ce matin en voyant Mario Draghi, qui a présenté devant la Commission européenne un grand plan. C'est l'ancien patron Mario de la Draghi, BCE, ancien patron de la Banque Centrale Européenne. Et ancien président du Conseil italien. Voilà. Donc, grande personnalité européenne qui a présenté un grand rapport sur la question de la compétitivité européenne. Et alors pourquoi un coup de blues ? Parce que c'est un sujet absolument majeur. On en parlait énormément, j'allais dire, jusqu'aux élections européennes et depuis plus du tout. Avec cet enjeu absolument crucial qui est le décrochage européen par rapport en particulier au dynamisme américain en termes d'activité d'industrialisation et d'innovation. Donc ce sujet qui est crucial, dont dépend finalement pas mal de sujets qu'on a pu aborder, typiquement la croissance. Évidemment la croissance, la dette, le pouvoir d'achat, etc. Beaucoup découle de cette question-là. Et donc voilà. Et donc en voyant ce rapport qui est remis non pas dans l'indifférence générale au niveau européen, mais dans l'indifférence générale ou presque en France, voilà, bien un petit coup. Et puis un double coup qui est que la France qui avait en particulier depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'était le cas aussi avant, mais en particulier depuis l'élection d'Emmanuel Macron, un rôle moteur en Europe, aujourd'hui est en train de basculer au rôle du boulet. Voilà, parce qu'une partie de cette question-là, elle dépend beaucoup de la capacité qu'aura l'Europe ou pas à mettre en place des financements communs pour financer des projets communs qui seront à l'échelle de ce que peuvent sortir les Chinois ou les Américains. Comment aujourd'hui voulez-vous convaincre nos partenaires dits frugaux, les Néerlandais, les Allemands, etc., que nous sommes dignes de la confiance qu'ils voudraient bien accorder à mettre en place des financements communs supplémentaires pour des projets avec une France qui est, on l'a dit, 25e sur 27 en termes de dette publique aujourd'hui. Je crois qu'on n'y est pas et qu'on va contribuer à accentuer ce retard. Voilà, c'était pour le... Alors ce qui est terrible d'ailleurs, je mets ça à la discussion générale, c'est que on a beaucoup parlé des sujets régaliens ces derniers temps, en disant que le président de la République et sa majorité et le Premier ministre n'avaient pas fait le nécessaire suffisamment et que c'est là-dessus que ça pêchait, enfin que le bilan pêchait, et que finalement on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est sur le front économique où là il avait pris quand même quelques initiatives au début de son premier mandat que les choses vont pas bien du tout même. On a un deuxième mandat sur ce point-là, sur cette question-là, qui, à mon avis, est plutôt raté.
Raté, oui. Enfin, ce deuxième mandat qui n'a que 2 En dehors de la réforme des retraites. Voilà. Après, il faut distinguer, c'est pas facile, le bilan économique et le bilan financier au sens finance publique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont beaucoup mieux sur le plan économique. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le nier. C'est l'emploi, c'est l'investissement des entreprises, c'est l'attractivité, c'est la capacité d'investissement, etc. Ça va mieux. Ça va mieux et on partait de très très loin en étant complètement absent de tous les classements qui permettent à une entreprise de juger si ça vaut la peine ou pas d'investir en France. Voilà. Maintenant, le fait est qu'on n'arrive pas à rattraper ce qui a été fait en termes de dépenses publiques et qu'on voit que la dérive s'accentue aujourd'hui, là où elle ne devrait pas le faire, puisqu'on n'a plus aucune circonstance exceptionnelle qui justifie la dérive actuelle. Merci à vous quatre, et mon petit doigt me dit qu'on n'a pas fini d'en parler de ce sujet. Ça sera probablement à l'ordre du jour de notre prochain club politique lundi prochain. N'oubliez pas, 22h30, tous les lundis, le club politique du Figaro, et puis toutes les autres émissions du Figaro qui reviennent, tous les clubs du Figaro qui reviennent, international, culture, idées. Vous pouvez nous faire confiance, on en a sous le pied. À lundi prochain.